résultat de 28 Kelvin. Vous arrivez à voir, s'il vous plaît? Vous me répondez. Oui, madame. On arrive à voir. Très bien. Donc, en fin de compte, c'est le même calcul qu'on mène. Hein. Alors, seulement, c'est à ce niveau-là que je vais vous dire que si vous continuez avec ces valeurs de delta TI, des delta TI, vous n'allez pas aboutir à des surfaces égales. Comme je vous l'ai dit, il y a le problème de quoi ici? C'est le problème d'avoir peu d'équations pour beaucoup d'inconnus. Ce qui fait que vous êtes obligé de quoi? De faire un tâtonnement, d'essayer des valeurs jusqu'à arriver à la condition que les échangeurs doivent avoir la même surface. Ici, donc, je vais vous donner directement les valeurs qui marchent. Voilà. Je vais enlever les annotations et on va... Pardon. Voilà. Alors, ici, donc nous avons trouvé delta T1 18 Kelvin, delta T2 23 Kelvin. Je vais reprendre les annotations. Donc voilà ce qu'on a trouvé. Et je vous ai dit que ces valeurs-là ne vont pas marcher. Hein. On sera obligé de recalculer, de recorriger les delta TI pour arriver à des surfaces égales. Donc, je vous propose les bonnes valeurs. Il faut prendre delta T1 20 Kelvin, pardon. Delta T2 24 Kelvin et delta T3 25 Kelvin. Alors, remarquez que la somme des delta T, hein, le delta T total, il est toujours de 69 Kelvin, d'accord? C'est-à-dire on joue sur les delta TI de telle manière à garder quand même le delta T total toujours égal à 69 Kelvin. Avec ces valeurs, hein, et avec le fait que nous avons trouvé que TS égale à 394 Kelvin, et nous avons aussi lu que lambda S, hein, la chaleur latente de vaporisation au niveau du premier échangeur, hein, pour la chaleur pour la vapeur de chauffe, pardon, elle est de 2200 kJ par kilogramme. Eh bien, on peut calculer donc delta T1 qui sera égal à TS, donc moins delta T1. Hein. Et delta T1, nous avons pris 20 Kelvin, donc ce sera 394 moins 20, ce qui nous donne un delta T1 de 374 Kelvin. Donc là, nous avons donc le T1, ce qui nous permet de lire le lambda 1. La chaleur, donc, latente qui a été nécessaire pour vaporiser au niveau du premier évaporateur. Maintenant, on passe au delta T2, qui est égal à T1 moins T2. Nous avons déjà trouvé T1, donc ça nous permettra de calculer T2, qui sera égal à T1 moins delta T2. Donc, on remplace donc T1 par la valeur qu'on vient de trouver, et delta T2, la valeur qu'on a supposée, ce qui nous donne une température T2 de 350 Kelvin, c'est-à-dire au niveau du deuxième évaporateur. Et vous voyez que la température, elle commence à descendre, 374, 350. Et maintenant, nous allons passer au troisième effet. Le troisième effet, la même chose. Hein. J'ai enlevé les annotations. Je vais reprendre. Donc, pour delta T3, le même raisonnement, c'est T2 moins T3, avec T2 égale à 350 Kelvin, et T3, et delta T3, pardon, nous avons supposé 25. Alors, donc, T3 égale à T2 moins delta T3. Donc, 350 moins 25, ça nous donne une température, donc, T3 de 325. Et même, on pouvait ne pas la vérifier, mais
Toujours est-il, parce qu'on l'avait, la température, au niveau du troisième effet. Mais le calcul va nous permettre donc de vérifier. Et ce qui fait qu'avec cette température, on va lire le lambda 3 égale 2377 kilojoules par kilogramme. Donc ça, c'est une lecture à partir de la table qu'on vous a donnée. Est-ce que vous avez essayé de retrouver les résultats ou bien vous avez commencé les TD avec Madame Hamdi? Vous avez appris à lire maintenant. Et d'ailleurs, je vous ai montré avec l'exemple 1. Vous me répondez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'attends une réponse de votre part. Oui, Monsieur Belkacemi, très bien. Alors, on continue avec ces données qu'on a récoltées grâce aux températures. On va à quoi? On va s'intéresser à créer les bilans matière et les bilans thermiques pour pouvoir trouver les débits, notamment. Donc, on va s'intéresser d'abord aux bilans matière. Alors, les bilans matière, nous les avons déjà posés avec le contre-courant. Hein, il suffit de suivre les courants, de voir les entrées et les sorties, étant donné qu'on raisonne en régime permanent, donc les entrées, la somme des entrées égale à la somme des sorties. Voilà. Alors, au niveau du premier évaporateur, nous avons L1 égale à F moins B1 moins B2 moins B3. Non, là, je n'ai pas repris les schémas. Et L2 égale à F moins B2 moins B3 et L3 égale à F moins B3. Et vous remarquez, hein, et je l'avais bien précisé auparavant, on essaye disons de simplifier les équations. Donc ici, on essaye d'éliminer les LI, de telle manière à avoir uniquement les débits de vapeur, qui sont inconnus, qu'il faut calculer. Et donc, étant donné qu'il y a beaucoup d'inconnus pour ce système d'équations, bien on se propose d'éliminer les LI, de laisser uniquement les VI. Alors, au point de vue aussi, donc ça c'est les bilans matière globaux. Pour les bilans matière, donc concernant le soluté, nous avions pour le premier effet Fxf égale à L1x1, ce qui nous permet, avec cette équation, de calculer quand même L1. Je vais reprendre des annotations. Voilà. Vous voyez, et je le précise, le soluté ne se retrouve que dans la phase liquide. Hein. L'évaporat, c'est du solvant qui s'est évaporé. Donc L1 ici sera égal à F, facteur de XF sur XL1. XL1, alors XL1, le L1 ici, c'est le produit. Contrairement au co-courant, nous recueillons notre produit au niveau du premier effet. C'est pour cela que vous avez XL1 égale 0,50. Hein, c'est la valeur qui est exigée. Hein, notre solution arrive avec une concentration de 0,1 ou 0,10 ou 10%, et elle doit ressortir à 50%. Et donc, comme c'est un contre-courant, donc mon produit, je vais le recueillir au niveau du premier effet. C'est pour ça que nous avons donc L1 égale à FXF que divise XL. Et donc, nous avons, donc, grâce à cette équation, trouvé le débit massique de notre concentrat au niveau du premier effet. C'est au niveau du premier effet qu'on récolte le produit final. Maintenant, pour les bilans thermiques, pour l'effet 1, nous avons bien l'effet 1, nous avons donc posé aussi ces équations de bilan thermique en raisonnant sur le fait que la somme des chaleurs qui rentrent égale à celle qui sort. Et nous avons, bien sûr, posé ces équations. Là, je suis en train d'appliquer ce que nous avions trouvé la dernière fois. Et bien sûr, de remplacer toutes les valeurs des enthalpies
des chaleurs latentes de vaporisation par leur valeur qu'on a lue. Là, c'est le CP, on nous l'a donné. Et ici, au point de vue débit massif, nous avons uniquement le débit massif de la charge. Hein. Pour les VI, on ne les connaît pas. Hein. C'est ce système d'équation qui va nous permettre de les compter, de les calculer. Et bien sûr, ici, il n'y a pas de problème pour les températures. Nous avons donc trouvé toutes les températures au niveau de chaque effet. Il suffit maintenant de remplacer ces valeurs. Voilà pour le premier effet. Pour le deuxième effet, la même chose. On utilise les équations que nous avons déjà posées et que j'espère que vous avez bien compris. Hein. Vous avez repris à tête reposée. Et vous avez bien compris le principe, hein, avec un simple effet, avec triple effet. C'est la même chose. Alors, pour le deuxième effet, pardon, oui. Madame, oui. C'est toujours la même méthode. On fait les bilans. Toujours la même méthode. Toujours. Les bilans matière. Les bilans matière globaux, les bilans matière qui concernent le soluté. Et là, il ne faut pas confondre. Donc, il ne faut pas. La vapeur, elle sort, c'est quoi? C'est du solvant qui s'est évaporé. Quand vous reprenez pour les bilans matière concernant les solutés, le soluté, il sera toujours dans la phase liquide qui quitte l'évaporateur. La vapeur ne contient pas de soluté. Donc, vous ne faites pas rentrer le soluté dans les débits de vapeur. Vous avez remarqué, hein, juste maintenant, quand j'ai écrit FXF égale à L1XL1. Regarde, vous voyez, le soluté, il ne se retrouve uniquement que dans la phase liquide. Et le solvant s'évapore pur. Il n'y a pas de soluté dans les débits de vapeur. Autre chose aussi qu'il ne faut pas aussi confondre, la vapeur de chauffe et la vapeur qui est générée. Vous ramenez de la vapeur pour chauffer, pour l'introduire dans l'échangeur, le premier échangeur, et ensuite le solvant s'évapore, va commencer à bouillir, il va s'évaporer pour générer une vapeur qui est due à l'évaporation du solvant. D'accord? Donc, ne pas confondre la vapeur de chauffe avec la vapeur que vous générez. Grâce à quoi? À l'évaporation du solvant qui est présent dans votre solution. Bien sûr que vous voulez éliminer pour concentrer vos solutions. Le deuxième effet, la même chose, on remplace et dans les équations de bilan thermique pour le deuxième effet. La même chose pour le troisième effet, puisque nous avons récolté toutes les informations nécessaires. Voilà. Pour le troisième effet, la même chose, j'ai les températures, j'ai le CP, j'ai les débits massifs, je reprends les annotations. Voilà, troisième effet. Avec les valeurs qu'on a lues, hein, pour les lambda I et pour les températures. Maintenant, une fois que nous avons donc éliminé certaines parenthèses, etc., que les calculs, on arrive à ce système d'équation où on a combien d'inconnus? Nous avons S, nous avons B1, B2, B3. Hein, donc, il y a combien d'inconnus? Il y a 4. Donc, et là, j'ai 3 équations. Donc, je dois aussi faire intervenir la quatrième équation qui est due au bilan matière global. V1, donc il y a une relation entre les VI et cette relation, eh bien, c'est quoi? C'est L1 égale à F moins B1 moins B2 moins B3. Comme nous avons déjà calculé L1, ce qui fait que nous pouvons donc avoir une relation uniquement entre les VI. Donc nous avons un système en fait de 4 équations à 4 inconnus. Les 4 inconnus, c'est S, V1, V2 et V3. Voilà. Bien sûr, on peut résoudre ce système d'équations hein, qui va nous donner les différentes valeurs
Donc, de quoi? Eh bien, de S qui a le débit massique de chauffe au niveau du premier effet et les différentes pardon, et les différents débits de vapeur, les VI, excusez-moi, problème, voilà. Donc la résolution va nous donner V1 égale à 1,267 kg par seconde, V2 1,09 kg par seconde, V3 0,843 kg par seconde et S qui est le débit massique de la vapeur de chauffe au niveau du premier effet, 1,392 kg par seconde. Maintenant, comme pour le problème 1, nous n'avons pas encore terminé. Il faut vérifier que les surfaces des échangeurs sont égales. C'est ce que nous allons faire. Nous allons calculer les surfaces des échangeurs, le A1, le A2, le A3, avec ces valeurs trouvées. Donc, nous allons calculer le A1 en problème de notation. Voilà. Donc A1, c'est S lambda S sur U1 delta T1. Nous avons trouvé S, nous avons lu lambda S et nous avons calculé, proposé delta T1 et nous avons U1, donc ce qui nous permet de calculer la surface de l'échangeur au niveau du premier effet. La même chose pour la surface au niveau du deuxième effet, on trouve 59,5 mètres carrés. Et pour le troisième effet, le calcul nous donne une surface de 63 mètres carrés. Vous voyez, bon, elles ne sont pas égales exactement, mais vous pouvez supposer qu'elles sont à peu près égales. Maintenant, si vous voulez une précision encore plus importante, eh bien, c'est comme je vous ai dit, il faut quoi? Il faut recalculer les delta TI. Les delta TI, il faut les corriger comment? En les multipliant par AI sur somme des AI. Et là, vous aurez des valeurs plus proches, vous arriverez à des valeurs plus proches. Et là, on peut se contenter avec ces valeurs et dire que voilà, les débits sont calculés donc à partir des delta TI qui ont été proposés au départ. Donc on va se contenter de cette proposition des delta TI. Maintenant, si vous voulez une précision plus grande, eh bien, vous corrigez les delta TI avec ces différentes surfaces que vous avez trouvées ici. Maintenant, ce qui nous intéresse aussi, et ça c'est très important, c'est l'économie. Est-ce qu'on a fait une économie? Eh bien, il faut quoi? Il faut comparer les différents débits de vapeur que vous avez générés par rapport à ce que vous avez apporté au départ. Alors, la somme des VI donne donc c'est 1,267 plus 1,09 plus 0,43 sur le débit massique donc de la vapeur de chauffe et le calcul nous donne 2,3. Vous vous rappelez, pour le cas du cocourant, nous avons trouvé 2. Donc vous voyez que là, l'économie elle est supérieure à celle qu'on a trouvée pour le cocourant. Elle est supérieure. Ce qui fait que, au point de vue économie, eh bien, on a pu économiser un peu plus avec le contre-courant. Voilà. Voilà. Alors, ce que je vous conseille, j'ai senti que vous n'avez peut-être pas eu le temps de revoir l'exemple 1 et le problème 1. Il faut refaire tous ces calculs. Il faut reposer les équations à tête reposée pour chaque cas et essayer de comprendre. Essayer de comprendre pour chaque terme. Qu'est-ce qu'il représente?
Il faut que cette notion de chaleur sensible, de chaleur latente, de vaporisation ou de condensation soit bien claire dans vos têtes. Il faut comprendre le phénomène en lui-même pour pouvoir poser ces équations. Maintenant, ce qu'il y a de plus dans ce type de problème, c'est le fait qu'il y a plus d'inconnus que de valeurs, que d'équations. Pourquoi? Parce que on nous donne les informations concernant l'entrée, on nous donne les informations concernant la sortie, mais ce qui se passe entre l'entrée et la sortie, c'est le grand point d'interrogation. On connaît rien. Et d'après les équations, on doit connaître la pression, on doit connaître les températures, on doit connaître les chaleurs latentes de condensation, etc., pour pouvoir résoudre le système d'équations. Et même avec ça, on est obligé donc de faire des suppositions sur quoi? Sur le fait que l'énergie qui est utile pour amener l'alimentation à la température d'ébullition, on la néglige. On suppose aussi que les surfaces sont égales, on suppose que les quantités de chaleur échangées au niveau de chaque effet sont égales, etc. Tout ça, ce sont des hypothèses simplificatrices. Ce qui fait que lorsque vous allez calculer les delta TI, ces delta TI ne sont pas les bons. Pourquoi? Parce que vous avez fait beaucoup de suppositions pour simplifier le problème. Et donc, vous allez, bien sûr, les premiers calculs vont vous donner les delta TI. Il faut aller jusqu'au bout avec ces calculs. Et vous allez, bien sûr, si vous avez de la chance, enfin, vous allez peut-être aboutir à des surfaces plus ou moins égales, mais en général, vous allez aboutir à des surfaces qui ne sont pas égales. Et donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez corriger ces delta TI avec les calculs de vos surfaces. Et bien sûr, ces calculs-là, il faut les mener plusieurs fois jusqu'à aboutir à des surfaces à peu près égales. Et ça dépendra de vous. Est-ce que vous acceptez donc une grande différence ou non? Donc, si vous êtes très pointilleux, eh bien, vous allez donc refaire cette boucle de calcul jusqu'à arriver à des valeurs plus ou moins égales. D'accord? Et bien sûr, ce qui vous intéresse aussi, c'est l'économie. Il faut que cette économie soit intéressante. Il faut que la somme des VI sur 1 soit supérieure à 1. Sinon, ce n'est pas intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous dépensez beaucoup plus d'énergie que vous en gagnez. Voilà. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, l'évaporation à simple effet n'est pas intéressante. Pourquoi elle n'est pas intéressante? Parce que la vapeur que vous générez, elle n'est pas réutilisée. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser plusieurs évaporateurs en série. Alors, où l'écoulement, vous venez de voir que l'écoulement à contre-courant est beaucoup plus intéressant, par exemple. Maintenant, le nombre d'évaporateurs, on a dit que le nombre d'évaporateurs est intéressant, ou bien le nombre d'évaporateurs optimal, il se situe entre 3 et 5. Le fait d'augmenter le nombre d'évaporateurs va vous augmenter quoi? Les frais d'investissement, les frais de vos évaporateurs. Et ces frais-là, eh bien, ils seront très importants lorsque le nombre d'évaporateurs est supérieur à 5. Donc, il serait intéressant d'avoir le nombre d'évaporateurs entre 3 et 5 justement pour gagner en économie. Voilà. Y a-t-il des questions là-dessus, s'il vous plaît? Y a-t-il des questions? Je vous écoute. Madame, oui. Quand on corrige les surfaces, on calcule la moyenne entre les trois surfaces. C'est le AI sur la moyenne des surfaces, oui. C'est le delta T1, je vous ai dit, égal à quoi? Le nouveau delta T1 égal à l'ancien que multiplie quoi? A1 sur la moyenne des surfaces. A1 sur la moyenne des surfaces, d'accord? D'accord. On peut le revoir si vous voulez.
Non, c'est bon. C'est bon? D'autres questions, s'il vous plaît? Madame, Oui. تبعتينا corriger. Pardon? تبعتينا corriger. T'as les deux problèmes. Mais vous êtes en train d'enregistrer, monsieur Belkacemi. Vous êtes en train d'enregistrer. Et je partage mon écran avec vous, normalement. Hein? Oui, madame, je suis en train de... Ben ouais. Qui est-ce qui m'a posé la question du corrigé? Moi, Boudilla, madame. Ah, bah moi, depuis le début, moi je pensais que vous étiez en train de prendre ce qu'il y a sur l'écran. Hein. Moi, je n'ai pas su comment et je ne suis pas arrivée à enregistrer la séance pour vous l'envoyer. Je ne sais pas, un petit problème, je ne suis pas arrivée. Mais vous arrivez à enregistrer, monsieur Belkacemi, hein? Puis vous partagez entre vous. Oui ou non? Oui, madame, c'est bon. Très bien, très bien. Alors, on va continuer. S'il n'y a plus pas de questions. Alors, ce que je vous conseille, s'il vous plaît, c'est de refaire pas à pas ces problèmes. Refaites d'abord pour le simple effet, hein, et reposer les. Il faut savoir poser les équations aussi bien de bilan matière que thermique. D'accord? Il ne faut pas qu'il y ait du tout de doute. Ensuite, il faut suivre la méthode que je vous ai conseillée pour les calculs. D'accord? Voilà. Ça peut tomber en examen, hein, c'est des problèmes classiques. Hein. Enfin, alors pour terminer le chapitre, je vous propose de voir les aspects technologiques des évaporateurs, comment ils se présentent, comment ils fonctionnent, hein, quelques notions. Oui, on n'a pas encore commencé le point sur. Oui. Oui, je vais annoter, pas de problème. Donc, nous allons voir ces aspects technologiques ensemble. Voilà. Vous arrivez à voir? Ça va? Vous arrivez à voir? Très bien. Oui, madame. Très bien. Alors, on va voir comment donc ils se présentent ces évaporateurs réellement. Hein. Donc, ce sont des installations de concentration, comme on l'a dit. Hein. Et ces évaporateurs ou ces installations, ils sont classés en deux catégories, deux grandes catégories. Voilà. Alors, les premiers, ce sont les évaporateurs à chauffage directement, vous chauffez. Et les seconds, ce sont les évaporateurs à chauffage indirect, tout simplement. Alors, les évaporateurs à chauffage direct, c'est quoi comme évaporateur? Ce sont les évaporateurs qu'on appelle où l'évaporation est naturelle. Naturelle, elle est dite solaire. Je vous ai donné en début de chapitre l'exemple de quoi? Du traitement des eaux salées. Hein. Ici, c'est une photo qui a été prise en Kabylie, en montagne, en Kabylie. Vous voyez qu'il y a des cuvettes qui sont creusées en montagne et on met dans ces cuvettes quoi? Eh bien, l'eau salée. Et cette eau salée, elle va bien sûr être soumise à quoi? Au soleil. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'eau va s'évaporer pour laisser quoi? Pour laisser le sel. Vous voyez, regardez là, ce sont des cuvettes hein, qui sont creusées, hein, même le sol. Et dans ces cuvettes, on met donc l'eau salée. Et qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh bien, une évaporation solaire. Et là, on dira que ce sont des évaporateurs à chauffage direct. C'est le cas donc des marais salants.
Maintenant, les seconds, ce sont des évaporateurs à chauffage indirect. C'est ceux où vous ramenez quoi? La vapeur de chauffe. Hein, et cette vapeur de chauffe que vous avez fournie, eh bien, elle va se condenser pour céder sa chaleur au niveau de quoi? De la surface de l'échangeur. D'accord? Donc, vous avez le premier type, c'est un chauffage direct, c'est le rayonnement direct sur votre solution qui va faire que la concentration va augmenter en créant bien sûr une phase vapeur. Les seconds, ce sont des chauffages indirects et c'est là où vous fournissez la vapeur de chaud qui va rentrer dans l'échangeur de chaleur qui se trouve dans l'évaporateur. Voilà. Ceci dit, nous allons voir que l'évaporation comporte pas mal de problèmes et c'est ces problèmes-là qui vont faire que la technologie n'est pas la même pour chaque cas d'évaporation. Hein, ces problèmes sont généralement liés à quoi? Eh bien, à la viscosité des solutions. Hein, donc, les problèmes qui peuvent survenir, c'est des problèmes dus à la viscosité qui est importante du produit. Ne pas confondre avec la densité, hein, la viscosité. Un autre problème aussi qui peut survenir, et on en a parlé au départ, c'est la sensibilité à la chaleur. On a bien dit qu'il y a des produits qui sont sensibles à la chaleur, ils peuvent être dégradés par la chaleur. Et qu'est-ce qu'il y a aussi comme autre problème? C'est l'entartrage et le dépôt sur les surfaces de chauffe. Les surfaces des échangeurs peuvent être enveloppées par une matière qui se dépose solide et qui va faire que quoi? Eh ben, ça va empêcher le transfert thermique de s'effectuer. Et donc, vous voyez qu'avec ces problèmes assez sérieux, eh bien, les chercheurs ont essayé de faire évoluer la technologie de ces évaporateurs. Et cette technologie, elle sera adaptée à chaque cas. Chaque cas qui survient, eh bien, il peut avoir sa propre technologie. Alors, c'est justement cette technologie des évaporateurs. On peut la distinguer par deux facteurs importants. Nous avons parlé de viscosité, nous avons parlé de sensibilité à la chaleur et on a parlé aussi d'entartrage. Donc nécessairement, qu'est-ce qu'il va y avoir? Qu'est-ce qu'on va prévoir dans ces évaporateurs? Pardon. On va prévoir une agitation. Une agitation et une circulation intense des phases de telle manière à ce que, pour éviter ces problèmes-là. Donc, ces évaporateurs à chauffage indirect, hein, ceux à qui on fournit donc de la vapeur qui va venir nous donner cette énergie nécessaire, eh bien, ils seront classés suivant la méthode d'agitation et suivant le mode de circulation de la solution sur la surface de chauffe. Donc, on va prévoir une agitation et on va prévoir une circulation qui va nous permettre d'éviter ces problèmes-là. Alors, sur cette base-là, on peut classer les évaporateurs en trois grands types. On a parlé de circulation. Donc, nécessairement, il y aura des évaporateurs à circulation naturelle et des évaporateurs à circulation forcée. On va forcer la circulation de la solution de telle manière à éviter ces problèmes. Et étant donné que nous avons aussi parlé d'entartrage, de dépôt, etc., bien, on va essayer aussi de faire circuler cette solution concentrée sous forme de film. Hein. Quand je dis film,
Ça veut dire que c'est en couche très mince sur les parois de l'échangeur, de telle manière à éviter ces problèmes d'entartrage et de dépôt. Donc, il y aura des évaporateurs aussi à film, et notamment à film tombant. La solution, elle va descendre au niveau de la surface de l'échangeur, et bien sous forme de film, de telle manière à éviter ces problèmes d'entartrage et de dépôt au niveau des surfaces de nos échangeurs qui limiteront le transfert thermique. Voilà, donc vous voyez, ces problèmes-là sont assez sérieux pour empêcher le bon fonctionnement des évaporateurs, et c'est pour cela qu'il y a des technologies bien adaptées à ce genre de problème. Alors, nous allons commencer par les plus simples. Il s'agit donc des évaporateurs à circulation naturelle. Les plus simples, naturels. Donc, quand on parle donc de circulation, nécessairement, c'est que la solution est en mouvement. Donc, la solution étant, donc là, dans ce cas, la circulation de la solution est assurée par un mouvement de convection. Donc, ça circule, mais sous quel effet? Sous l'effet de la convection qui est due à la différence de densité. On a bien dit que la solution arrive dans l'évaporateur, elle atteint sa température d'ébullition, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien là, le solvant va s'évaporer, donc il y a production de vapeur, et cette vapeur, qu'est-ce qu'elle va faire? Il faut qu'elle monte pour être dégagée de l'évaporateur. Et bien sûr, la solution plus concentrée, il faut qu'elle descende. Vous voyez qu'il y a une différence de densité. La vapeur qui va être générée, elle va avoir une densité beaucoup plus que la solution, et donc nécessairement la vapeur va monter et la solution, elle va essayer de descendre. Donc c'est sous l'effet de la différence de densité qu'il y aura une circulation de la solution. Alors pour ce groupe d'évaporateurs, les tubes des échangeurs de chaleur, comment ils sont adaptés? Bien, ils peuvent être soit horizontaux ou bien verticaux. Et ils peuvent être soit courts ou bien longs. Donc il y a différents types d'évaporateurs à circulation naturelle où, eh bien, on prévoit les échangeurs donc de chaleur à tube à l'intérieur, soit ils sont horizontaux ou bien verticaux, et soit ils sont courts ou bien longs. Et la solution liquide, elle peut être soit à l'intérieur ou bien à l'extérieur des tubes. Alors ici, j'ai parlé de long, de long ou court, ou bien horizontaux ou verticaux. Il faut savoir que quand vous avez à placer, par exemple, un équipement, il faut faire attention aussi à l'encombrement. Si vous n'avez pas beaucoup de place, il faut prévoir donc un évaporateur, soit à tubes horizontaux, soit à tubes verticaux. Verticaux si vous n'avez pas beaucoup de place, et horizontaux, bien sûr, si vous avez, par exemple, beaucoup de place, et vous pouvez donc le placer horizontalement. Alors, on va s'intéresser aux évaporateurs à tubes verticaux courts. C'est généralement les évaporateurs standards. On les appelle évaporateurs à calandre, ou de Robert. C'est les plus anciens, c'est les plus anciens, mais qui sont encore largement utilisés. Dans quel domaine? Dans l'industrie du sucre, pour l'évaporation du jus de canne à sucre, et celle du sel aussi, avec des débits très importants. Alors le faisceau de tube peut avoir des tubes qui ont une longueur comprise entre 1 jusqu'à 2 mètres de long, et un diamètre compris entre 37 et 75 mm de diamètre. Et la vapeur de chauffe circule à l'extérieur des tubes, alors que la solution circule à l'intérieur des tubes. Pourquoi je vous donne tous ces détails-là? Parce que ce sont les plus anciens et les plus utilisés. Maintenant, je vais vous montrer le schéma de ce type
d'évaporateurs qu'on appelle les évaporateurs standards ou de Robert. On va le voir. Le voici. Il a une technologie très simple. Malheureusement, il ne peut pas convenir dans tous les cas. On l'appelle donc évaporateur standard, évaporateur à calandre. Quand est-ce que vous avez vu le mot calandre? Calandre. Allez, je vous écoute. Mademoiselle Boudella. Allez. Quand est-ce que vous avez vu le mot calandre ou entendu calandre? Allez, je vous écoute. Donc, échangeur, madame. Voilà, les échangeurs à faisceau tubulaire et à calandre. Hein? Le faisceau tubulaire, il se situe dans une calandre. D'accord? Alors, c'est le même principe ici. Donc, nous avons, qu'est-ce que nous avons? Nous avons notre évaporateur. Je vais commencer à noter. Voilà. Donc, nous avons notre évaporateur qu'on voit ici, pardon. Alors, nous avons donc la charge, la solution à concentrer qui arrive à ce niveau-là et nous la récupérons à ce niveau-là. Voilà. Donc, l'entrée, la charge, et là, c'est la sortie. Pour la vapeur de chauffe, vous allez l'introduire ici dans l'échangeur de chaleur. Ici. L'échangeur de chaleur, il est là. Hein, regardez, les tubes verticaux, hein, ils sont là. Et une fois que la vapeur de chauffe rentre dans ces tubes, eh bien, elle va bien sûr céder la chaleur à quoi? À la charge ici. Et nous allons la récupérer, condenser à ce niveau-là. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons essayé donc d'augmenter la température de la charge de telle manière à évaporer une certaine quantité de solvant. Et donc la vapeur générée, elle va sortir ici. Voilà. Maintenant, comment va circuler cette vapeur et cette charge? Vous allez suivre ici. Hein. Alors, ici, nous avons donc la vapeur. J'ai exprès laissé les termes en anglais. Hein, la vapeur de chauffe qui rentre à ce niveau-là. Donc, elle va rentrer dans l'échangeur, ici, et elle va ressortir condensée à ce niveau-là. Par contre, la charge, qui est la solution, nous devons concentrer, elle arrive ici, et elle va bien sûr être en contact avec les tubes qui sont traversés par la vapeur, et elle va ressortir par le bas de l'évaporateur. Donc nous avons notre concentrat ici, à la partie inférieure de notre évaporateur. Et qu'est-ce qui monte, hein, qu'est-ce qu'on doit, on doit générer de la vapeur, hein, qui est le résultat de l'évaporation de notre solvant. Eh bien, nous allons recueillir les vapeurs au sommet de notre évaporateur. Maintenant, comment? On a parlé de circulation naturelle, hein, de naturel. Circulation naturelle, eh bien, regardez, il y a la vapeur qui monte et nécessairement, la solution concentrée, elle va descendre. Et la circulation, elle va se faire comme ceci. Voilà, comme ceci. Alors, on va voir ici le détail de quoi? Eh bien, c'est une coupe. Une coupe de quoi? De notre échangeur. Et ça nous permet de voir qu'à l'intérieur, en vert ici, en vert, nous avons la solution en vert. Et à l'extérieur des tubes, nous avons la vapeur. Donc ici, il y a de la vapeur qui circule entre les tubes. Et à l'intérieur des tubes, nous avons notre fameuse solution, ou bien on parle aussi de liqueur, des fois on parle de liqueur. D'accord? Et donc, vous voyez bien que la vapeur n'est pas mélangée avec quoi? La vapeur de chauffe n'est pas mélangée avec la solution que vous voulez concentrer. Et le chauffage est indirect ici. Ça va? Vous avez compris que
ici, j'ai la solution qui circule. Hein, donc, à l'intérieur des tubes, c'est la solution qui circule. Et à l'extérieur, c'est quoi? C'est la vapeur de chauffe. Et c'est de cette manière-là qu'il y a donc échange thermique entre la vapeur et la solution, de telle manière à pouvoir créer donc cette vapeur qui est le résultat de quoi? De l'évaporation de notre solvant. Et là, on recueille en bas de l'évaporateur notre concentré. Ça va pour le principe de fonctionnement? Vous me répondez, s'il vous plaît. J'attends votre réaction. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. Très bien, très bien. On continue. Donc, alors, il faut savoir que c'est l'évaporateur le plus simple au point de vue technologique et le plus ancien, mais comme je vous l'ai dit, il est encore largement utilisé dans l'industrie. Pourquoi? Parce que il n'est pas très sophistiqué, il n'est pas cher, il est intéressant économiquement. Maintenant, ça c'est la circulation naturelle. Nous avons ce type de technologie. On passe à la circulation forcée. Forcée, ça veut dire quoi? C'est pas la différence de densité qui va amener la circulation donc de la solution. Donc il faut la forcer, cette circulation. Comment? Eh bien en adaptant des pompes pour pouvoir vaincre les problèmes liés à quoi? À la viscosité des solutions. Donc lorsque la circulation naturelle est insuffisante, hein, vous ne pouvez pas vous contenter uniquement de la circulation naturelle, eh bien, il faut, hein, et ces cas-là, c'est quand? C'est lorsque, bien sûr, les solutions sont très visqueuses ou bien très denses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ne pas confondre visqueux et dense. Hein. Alors, je donne toujours l'exemple là, l'huile étant plus visqueuse que l'eau, mais elle est moins dense que l'eau. Hein, quand vous la mettez en contact avec l'eau, elle va surnager la couche d'eau. Ne pas confondre donc viscosité et densité. Ensuite, donc, ça va concerner aussi les solutions qui contiennent des particules solides en suspension. Ça va concerner aussi les matériaux sensibles à la chaleur. Ça va aussi concerner les matériaux corrosifs. Il ne faut pas, donc, pour les matières sensibles à la chaleur, il ne faut pas qu'elles restent longtemps à des températures élevées. Le temps de séjour, il ne faut pas qu'il soit très important. Et pour les matériaux corrosifs, il ne faut pas que ces matériaux corrosifs restent longtemps au niveau des surfaces des échangeurs. Et c'est pour cela que, quoi? Eh bien, on prévoit de faire circuler les solutions à grande vitesse. Et ces grandes vitesses, elles avoisinent les 1,5 à 3 mètres par seconde. Donc, vos solutions, il faut qu'elles circulent très rapidement, hein, donc entre 1,5 et 3 mètres par seconde. Et bien sûr, elle doit circuler au niveau des tubes des échangeurs, de telle manière, bien sûr, à avoir des transferts des coefficients importants et bien sûr pour empêcher aussi le dépôt de particules. Donc, on prévoit donc de cette circulation forcée pour empêcher les dépôts et bien sûr pour empêcher aussi les matériaux de se dégrader et bien sûr empêcher la corrosion de nos échangeurs de chaleur. Alors, dans le cas où les évaporateurs, on prévoit une circulation forcée pour ces évaporateurs, on doit avoir un échangeur de chaleur tubulaire, on doit avoir aussi une chambre de détente qui doit être montée au-dessus de l'échangeur et on doit avoir, comme je viens de le dire, une pompe de circulation pour assurer ces vitesses qui avoisinent les 2 mètres par seconde. Et ici, la solution, elle est chauffée dans l'échangeur. La solution, donc, elle est chauffée dans l'échangeur de chaleur sans atteindre la température d'ébullition, sans qu'elle atteigne la température d'ébullition.
Et l'évaporation, elle se produit où? Dans une chambre de détente, hein, dans une chambre de détente, de telle manière à séparer donc la vapeur de la solution concentrée. Voilà donc les différents éléments qui composent donc les évaporateurs où la circulation est forcée. Là, on va voir un peu en détail tout ça, avec des photos, avec des schémas. Donc, vous avez compris que tous ces problèmes qui peuvent survenir, on peut quoi? Mais on peut les résoudre grâce à quoi? À une circulation forcée de notre solution. Alors ici, je vous ai prévu donc le schéma et une photo réelle d'évaporateur où la circulation est forcée. Alors, nous avons bien dit que là, il faut faire circuler la solution. Donc, il faut avoir la fameuse pompe, circulating pump. Nous avons à ce niveau-là l'entrée de notre charge, la liqueur diluée. Elle va passer ici dans les tubes au niveau de l'échangeur. L'échangeur qui va être alimenté en quoi? En vapeur de chauffe. Et donc là, les deux vont échanger de la chaleur. Donc la liqueur ou la charge va bien sûr se chauffer, mais elle ne va pas atteindre la température d'ébullition. Elle va monter ici, et là se situe le séparateur ou la chambre de détente. C'est là où quoi? Bien, les conditions de pression sont telles que quoi? Eh bien, la vapeur va monter et la liqueur, eh bien, le concentrat, descendre le bas pour le récupérer à ce niveau-là. Voilà. Et vous aurez bien sûr en partie supérieure la vapeur qui a été générée par la charge qui a été générée par l'évaporation du sol. Voilà. Maintenant, quelques mots concernant la photo ici. Regardez, vous avez un évaporateur à deux effets, hein, vous voyez. Nous avons ici à ce niveau-là l'échangeur, hein, où les tubes sont placés verticalement. Ici, nous reconnaissons l'échangeur. Et ici, nous reconnaissons quoi? Le séparateur. Et nous reconnaissons ici donc la sortie de l'évaporat. Et regardez, la sortie de l'évaporat va rentrer dans le deuxième échangeur. Ici, il y a un double effet. Et là, nous reconnaissons donc le deuxième séparateur. Et là, la sortie donc définitive donc de l'évaporat. Ici, donc, nous avons un évaporateur à circulation forcée à double effet. C'est la photo. Donc, un évaporateur à double effet et à circulation forcée. Ça va pour le principe de fonctionnement? Vous avez compris? Y a-t-il des questions? S'il vous plaît, vous me répondez. Très bien. C'est toujours mademoiselle Boutella qui répond. Très bien. J'espère que c'est le cas pour tout le monde. On continue. Nous avons parlé aussi du cas où nous avons quoi? Nous avons... Alors, je suis là. Toujours ces problèmes de matière qui peuvent se dégrader, de cette viscosité. Voilà. Donc, on prévoit une technologie un peu plus poussée. Un peu plus poussée. Je vais y arriver. Eh bien, c'est lorsque la solution, elle circule à l'intérieur de l'échangeur sous forme de film tombant.
savez ce que c'est qu'un film, hein? Un film, c'est quoi un film? C'est quoi un film? Un film tombant. Ça veut dire que la solution, elle va descendre, hein, sous forme de couche très mince au niveau de l'échangeur. D'accord? Pour qu'il y ait un échange de chaleur le plus grand possible. Et pour que aussi que la solution ne reste pas longtemps sur la surface de notre échangeur, et éviter donc le dépôt et l'encrassement des échangeurs. Alors le principal problème qui se pose au niveau de ces échangeurs à film tombant, c'est que l'écoulement, il faut qu'il soit uniforme tout le long des tubes. Il faut que toute la surface de chauffe, il faut qu'elle soit en permanence en contact avec le produit. Sinon, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura une surconcentration et donc une incrustation de quoi? Eh ben de cette solution qui va se solidifier et bien sûr qui va nous entartrer, nous encrasser l'échangeur. Et bien sûr, ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et comme je l'ai dit, alors je vais expliquer un peu le principe de fonctionnement. Vous avez donc votre charge qui arrive ici, au niveau d'un premier petit échangeur ici. Il est alimenté par une vapeur. Hein. Donc, il y aura un préchauffement ici de notre charge. Ensuite, le vrai échangeur, il se situe à ce niveau-là, hein, les tubes verticaux ici. Et c'est ici, à ce niveau-là, que la solution doit descendre, hein, sous forme de film, donc sous forme de couche très mince. Ensuite, elle va passer dans le séparateur, ici, pour avoir quoi à ce niveau-là, la vapeur qui a été générée, ici, la vapeur générée, et on recueille le produit final ici, c'est-à-dire le concentrat, en bas de notre séparateur. Ici, qu'est-ce que nous allons recueillir? Nous allons recueillir la vapeur qui a cédé ses calories, et bien sûr, elle est condensée, elle va sortir ici. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau de cet échangeur principal, la solution doit descendre sous forme de film, hein, et il faut quoi? Il faut que la surface de l'échangeur soit constamment, hein, en permanence en contact avec le produit. Voilà ce qu'il faut assurer, de telle manière à avoir une opération, bien sûr, réussie. Alors, où est-ce que c'est utilisé? C'est utilisé pour la concentration des jus de fruits, hein, pour les matériaux aussi thermosensibles. Et le temps de contact, le temps de séjour, il faut qu'il soit très court, hein, de 5 à 10 secondes, hein, pour ne pas justement altérer la qualité des produits et pour ne pas créer des dépôts au niveau des échangeurs. Voilà. Voilà, donc pour ce dernier cas où la solution circule sous forme de film, donc vous voyez que pour éviter tous les problèmes qui sont liés à cette évaporation, eh bien, plusieurs technologies ont été proposées pour éviter ce genre de problème. Alors avant de terminer ce chapitre, je vous propose un tableau, hein, qui vous permet de quoi? Eh bien, de choisir la technologie de votre évaporateur. C'est un tableau, hein, qui est en anglais, j'ai exprès laissé en anglais. Alors, c'est suivant la nature de votre charge que vous allez pouvoir choisir une technologie par rapport à une autre. Alors, qu'est-ce que vous avez comme paramètres très importants à considérer? Eh bien, vous avez la fameuse viscosité, hein, la fameuse viscosité
de votre solution, est-ce qu'elle est importante, supérieure à 1000 centipoises? Est-ce qu'elle est entre 100 à 1000 centipoises ou est-ce qu'elle est inférieure à 100 centipoises? Est-ce que quelqu'un peut me donner la viscosité, pour pouvoir vous situer, est-ce que quelqu'un peut me donner la viscosité de l'eau? Je vous écoute. La viscosité de l'eau, elle est de combien? Pour pouvoir savoir par rapport à l'eau. 74 quoi? 74 quoi? Je casse mes. La viscosité de l'eau à température ambiante, elle est de 1 centipoise. 1 centipoise. C'est très simple à retenir. 1 centipoise. Maintenant, en poiseuil, c'est 10 puissance moins 3 poiseuil. 1 centipoise, c'est beaucoup plus simple à retenir. 1 centipoise. Donc, regardez ici, c'est en centipoise. 1 centipoise, là, je suis supérieur à 1000, là, vous voyez. C'est quoi? C'est des solutions qui sont très visqueuses. Et là, inférieur à 100, on est très loin de la viscosité de l'eau. Hein. Maintenant, les problèmes de moussage, foaming. Est-ce que votre solution présente une tendance au moussage? Autre chose, squalling or fouling, c'est l'entartrage ou l'encrassement. Autre paramètre, est-ce que vous produisez des cristaux si vous concentrez votre solution? Est-ce qu'il y a des solutes en suspension? Et est-ce que votre matériel est thermosensible? Alors, avec tous ces facteurs-là, on vous dit, est-ce que l'évaporateur qu'on a vu le plus simple, le premier à calentre, à tube court, il va convenir dans ce domaine-là. Et il ne peut pas être adapté pour les matériaux qui sont thermosensibles. D'accord? On peut donc l'utiliser pour toutes ces conditions ici, dans ce domaine-là, mais on ne peut pas l'utiliser si on a affaire à des matériaux thermosensibles. Maintenant, si on prévoit une circulation forcée, on peut travailler avec des solutions qui vont présenter des viscosités inférieures à 1000 centipoises, hein, et on peut quand même utiliser aussi pour des matériaux thermosensibles. Vous voyez, donc là, il y a une différence. Maintenant, pour la technologie où les solutions descendent en film, vous voyez qu'on ne peut pas les utiliser pour des solutions très visqueuses. Hein. Pourquoi? Parce que il faut que ça descende sous forme de film, et pour que ça descende, il ne faut pas que ça soit très visqueux. D'accord? Et cette technologie de film tombant, elle ne peut pas convenir pour les matériaux thermosensibles, etc. Bon, il y a d'autres technologies que je ne vous ai pas présentées ici. Hein. Vous pouvez les regarder vous-même, puisque avec ces notions qu'on a vues ensemble, vous avez compris le principe. Je vous ai donné uniquement les 3 plus importants, mais il y a d'autres technologies aussi, le film est agité, etc. Et vous voyez que pour chaque technologie, il y a un domaine d'utilisation bien spécifique. Et dans la littérature, vous pouvez trouver toutes ces informations. Voilà. Avec ça, j'aurais terminé le chapitre concernant l'évaporation.